Bonjour à tous, nous voilà de retour ici au CyberGov Lounge d'acteurs publics. On est au cœur du FIC, Forum international de la cybersécurité. On est le 30 janvier. On démarre notre journée avec Guillaume Poupard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être fidèle à acteurs publics. Vous êtes partout, vous courez partout, vous nous consacrez une dizaine de minutes. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On va parler avec vous des nouvelles menaces, de l'importance évidemment de la souveraineté européenne, un enjeu qui vous est cher, la question du cybercampus qui a été annoncé hier, puis cette présence nécessaire de l'action publique dans les territoires. Un mot sur les nouvelles menaces. Vous avez évoqué hier, en point presse, cette croissance très forte, courbe exponentielle, avez-vous dit, des rançongiciels. Je prononce certainement mal, mais voilà, tout ça, c'est un enjeu assez inquiétant à vous écouter. Non, c'est bien des rançongiciels, en fait, c'est les virus qu'on connaît depuis toujours dans le domaine informatique, qui ont trouvé un modèle économique pour les criminels qui consiste à rentrer dans les réseaux, à bloquer les données, à les chiffrer et à demander une rançon en l'échange de la clé de déchiffrement. Donc le modèle est très simple, redoutablement simple. Et le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça touche depuis 2 ans maintenant, ça touche assez fortement l'économie, des petits comme les gros. Mais pour les petits, ça peut être absolument dramatique, hein. On a des PME qui mettent la clé sous la porte à cause de ce genre d'attaque parce qu'elles n'arrivent pas simplement à relancer leur système. Et puis, au-delà des questions économiques, ça touche des questions de sécurité nationale. On a eu le cas du CHU de Rouen il y a quelques mois, qui a été un électrochoc. Alors, on l'avait anticipé, c'était pas très dur, mais il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays. On avait déjà vu ce genre de cas. Mais c'est un véritable électrochoc. L'hôpital se retrouve comme ça du jour au lendemain, d'une minute à l'autre même, hein, Oui. sans aucune capacité numérique. Donc plus d'ordinateur, mais bon, plus d'imagerie, plus d'analyse médicale, plus de téléphone, donc c'est absolument dramatique. Donc il faut absolument qu'on lutte contre ça. Et mon inquiétude, c'est ce que je disais hier, en effet, quand on fait simplement un décompte du nombre d'attaques, la courbe elle est exponentielle. Donc comment est-ce qu'on fait pour collectivement lutter contre ça? Parce qu'on va avoir des catastrophes autrement. Vous dites qu'il faut absolument que ces acteurs portent plainte. Et il faut allier, marier le travail technique, on va dire, vos interventions pour amener des solutions avec l'enquête judiciaire. Ces deux, ça ne va pas forcément de pair jusqu'à maintenant. On a eu sur notre plateau hier des gens, notamment dans les collectivités, qui disent mais si on se fait attaquer, on n'a pas forcément envie d'aller le dire parce qu'on va perdre de la crédibilité. Puis un petit enjeu électoral évidemment, mais voilà, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut le dire, il faut travailler de pair, justice et C'est ça. solutions. En même temps, la perception est en train de changer. Les victimes ont compris. Alors c'est vrai, bien sûr, il y a des fois on a envie de garder secret une attaque parce qu'on a peur de l'impact réputationnel et tout ça. On peut le comprendre, c'est pas la bonne idée bien sûr, mais on peut le comprendre. Sur des attaques beaucoup plus massives où de toute manière ça se voit, il n'y a pas de débat. Il faut immédiatement porter plainte, immédiatement pour les victimes les plus sensibles, demander de l'aide de la part de l'ANSSI, ou sinon on a des prestataires privés qui sont en train de monter en compétences très fortement pour aider les victimes. Et ce qui s'est passé depuis un an, c'est vraiment dans la relation qu'on a avec les services enquêteurs et avec le parquet, hein. Il y a un parquet spécialisé cyber. Vraiment, on a une coopération hyper étroite qui permet à chacun de faire son travail. La justice, de faire son travail d'enquête et de justice. Nous, faire notre travail de compréhension des attaquants, de prévention et d'aide aux victimes les plus critiques. Et c'est une véritable coopération intelligente qui s'est mise en place de manière finalement très très naturelle. Un mot sur l'actualité, c'était hier soir Michel Van der Berg, qui sera sur notre plateau dans quelques minutes, président d'Orange Cyberdéfense, et puis surtout à la manœuvre sur ce rapport Campus Cyber fédéré, faire rayonner l'écosystème de la cybersécurité. Donc c'était hier soir. L'ANSSI est évidemment partie prenante de ce projet de cybercampus. C'est prometteur. Cédrico, qui était là également hier, disait bravo en substance. Vous y croyez évidemment? Moi je suis très enthousiaste avec cette idée-là. Évidemment, tout le monde dit qu'il faut que les acteurs travaillent bien ensemble et tout ça. Ouais. Sincèrement, quand je compare la France avec les autres pays comparables, on est en avance dans ce domaine-là. Oui. Les personnes s'apprécient, les entités s'apprécient, on a un modèle qui est propre, qui fait que chacun est dans son rôle et donc la coopération devient facile. Il n'y a pas de lutte de pouvoir ou de lutte d'ego comme on peut l'observer ailleurs. Maintenant, ce qui nous manque, c'est encore un lieu, typiquement, et un lieu parisien. Il y a des choses formidables qui ont été faites dans certains territoires. À Rennes, évidemment, sous l'impulsion du ministère des Armées. Ici, dans les régions de France, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. À Paris, il y a beaucoup d'acteurs. Par contre, chacun est chez soi. Ce qu'on veut, c'est un tel campus où on va pouvoir regrouper des industriels, des petits comme des gros, des start-up,
des chercheurs, des gens qui font de la formation, et puis des personnes de l'administration comme nous. Et on voit très bien tout l'intérêt qu'il y a à avoir cette proximité pour traiter de sujets d'innovation, par exemple, mais également de sujets éventuellement opérationnels, puisque l'opérationnel, ce n'est pas réservé à un tel ou un tel, c'est un sujet commun, c'est un sujet sensible, et une proximité en termes de lieu, un endroit où on aurait la possibilité de faire ça de manière permanente, ce sera hyper précieux. Donc j'espère vraiment que ce campus va pouvoir ouvrir début 2021 comme c'est prévu aujourd'hui. Début 2021, c'est le cap fixé. Il y aura entre 500 et 1000 personnes dans un premier temps. Il y aura des personnes évidemment de l'ANSSI. Vous parliez de une trentaine, une cinquantaine Oui, dans un premier temps. On me demande combien de personnes. Je dis entre 30 et 100, donc comme dirait l'autre, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, mais ça dépendra beaucoup finalement de ce que les autres vont apporter aussi, et comment la mayonnaise va prendre, et comment on va donner de la cohérence à tout ça. Donc en région parisienne, il y aura des enjeux à Rennes, on va en parler sur des questions de défense nationale, protection des DSI en Rhône-Alpes, peut-être du côté de Lille, c'est Hakim Oural qui l'espérait, avoir tout cela. Et à Rennes, vous allez lancer une antenne de l'agence, c'est bien ça? Exactement. L'observation, c'est que le pôle très régalien qui se construit à Rennes sous l'impulsion du ministère des Armées, commandement de la cybersécurité, le ComCyber, la DGA qui est là-bas depuis toujours. Bien sûr. Et puis il y a des écoles là-bas, il y a des chercheurs, enfin voilà, il y a un vrai pôle qui a pris, hein. Là pour le coup, je parle de mayonnaise, là-bas elle a pris. On a tout intérêt à avoir une partie de l'ANSSI à proximité de ce pôle très régalien. Et donc on va construire un bâtiment vraiment dans l'enceinte défense, de manière à avoir des personnels de l'ANSSI à proximité de ce pôle défense. C'est un bâtiment pour 200 personnes, horizon 2025. C'est une grosse évolution pour nous, évidemment, parce qu'on ne sera plus uniquement parisien. Mais je pense que c'est nécessaire. Et c'est encore une autre manière de construire cette équipe de France, des différentes entités publiques et privées qui travaillent ensemble pour faire du cyber. Est-ce qu'il fait sens dans le cadre de votre feuille de route, puisque depuis 3-4 ans, vous êtes très présent dans les territoires en accompagnement des acteurs locaux, des collectivités, donc tout cela fait sens. Ce cybercampus sera l'un des éléments moteurs de la montée en puissance de la France comme l'un des acteurs qui comptent en matière de cybersécurité, et avec l'idée de, vous le soulignez souvent, on ne peut rien faire seul, nous Français, il faut inscrire nos démarches dans une réflexion européenne. Est-ce qu'on a avancé par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 2 ans? Est-ce que les rapprochements se font? Depuis 2-3 ans, il y a un changement politique absolument majeur au niveau européen. Il y a 3 ans, quand le mot souveraineté européenne m'échappait, je me faisais rappeler à l'ordre. La souveraineté, c'est la souveraineté nationale. Aujourd'hui, il y a les deux. On parle beaucoup de souveraineté nationale. Les questions de cybersécurité sont des questions de souveraineté nationale. Si on veut que la France reste une nation qui compte, une nation qui fait partie du premier cercle, on doit être très présent dans le domaine cyber, comme le font les autres superpuissances. Mais on ne le fera pas seul, ça n'a pas de sens. Et donc, pour développer notre souveraineté nationale, on a absolument besoin de l'Europe. Et à l'inverse, l'Europe qui aujourd'hui se rend compte que sa souveraineté européenne, sa souveraineté numérique notamment, est quand même pas mal battue en brèche et que ça va être un vrai problème dans les années à venir, je pense que l'Europe a besoin de la France pour construire cette souveraineté européenne. Donc ça miroite, ça se répond, et on est vraiment dans un moment politique où toutes les planètes sont alignées pour faire des choses concrètes et pas uniquement des grands discours. Et puis on l'a vu avec le RGPD qui fonctionne, c'était quand même un sacré challenge, ça se met en place et c'est décliné. Enfin, les États-Unis, la Californie regardent ce qui se passe avec le RGPD, ça peut se décliner ailleurs et c'est tant mieux. Exactement, l'Europe a une véritable influence parce que l'Europe finalement c'est une zone commune de valeurs, de droits. La planète entière regarde ce qui se passe en Europe et c'est vraiment à nous de faire cet effort pour être influent, pour être présent, pour pousser nos valeurs et pas être uniquement un lieu de consommation où où tous les autres vont venir chercher à vendre leurs produits ou leurs services. Ouais. On parle beaucoup d'international et d'Europe depuis 2 jours sur le plateau d'acteurs publics. On nous parle de ce modèle de liberté surveillée aux États-Unis, le modèle chinois, le modèle russe. Il faut absolument, et vous le dites et vous avez raison, travailler à ce modèle européen assez vite. Ce qui nous distingue, c'est nos valeurs, c'est notre éthique. C'est pas la même que les autres superpuissances que l'on connaît, y compris les États-Unis d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. C'est nos alliés, il n'y a aucun débat là-dessus, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc c'est vraiment à nous d'être forts sur nos positions et de défendre ça et de construire des solutions, une économie, des clouds, des solutions cyber et tout ça qui soit en ligne avec nos valeurs et notre droit. Et en collaboration, on va terminer notre échange. Un mot en conclusion, sur la feuille de route de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information que vous dirigez. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Vous allez recruter, vous allez passer à 600 agents, je crois 600 personnels. Quelles actions concrètes vous allez mettre en œuvre au-delà de ces enjeux de cybercampus et autres?
Donc l'ANSSI, c'est une belle start-up. On a été créé il y a 10 ans, on était une centaine. Aujourd'hui, on est 610 pour être très précis. Oui. On va avoir une montée en puissance d'une cinquantaine d'agents en net chaque année. Donc nos autorités continuent à croire en nous et à nous donner les moyens de notre action, ça c'est excellent. Après, il ne faut pas se leurrer, on ne fera pas la cybersécurité de la France avec 600 agents ou 750 demain. L'idée c'est bien ce travail en équipe, on a un rôle majeur je pense de cohésion, pour créer cette cohésion entre les acteurs publics et privés. Le cybercampus va jouer. Acima, c'est une autre manière de jouer en équipe. Cyberalliance.gouv.fr, c'est quelque chose de formidable où on peut justement associer des talents différents. Le contrat de filière qui a été signé hier permet également de fédérer le public, le privé autour de ces problématiques. Alors, il n'y a pas que le cyber dans le contrat de filière, mais il y a d'autres questions comme l'identité, les Jeux Olympiques, tout ça qui nous intéresse également beaucoup. Donc aujourd'hui, on n'est pas... on n'en est plus aux idées, on n'en est plus aux mots, on est vraiment dans l'action. Et dans le fait de faire fonctionner cette équipe de France de manière soudée, pour des besoins nationaux, mais également tournés vers l'Europe. En faisant travailler la sécurité et l'innovation. Je sais qu'il y a 2-3 ans, c'était un peu plus, c'était un peu compliqué. Il y avait d'un côté les DSI, enfin les innovateurs publics, et puis de l'autre côté les gendarmes, on va dire, de la sécurité. C'est vrai, avec des cultures différentes, avec des formations différentes. Et puis vous êtes rapprochés, on le voit, il y a une forme d'évidence qui n'était pas tout à fait réelle il y a encore quelques années. C'est très vrai. Si je dois avoir une seule satisfaction, c'est vraiment celle-là. C'est d'avoir rapproché des mondes différents, les innovateurs et ceux qui font de la sécurité. Je dis parfois ceux qui ont les cheveux courts et ceux qui ont les cheveux longs, parce qu'on est sur un sujet de cohésion quelque part, où on a besoin de toute longueur de cheveux fondamentalement pour faire ce métier-là. Je vais mettre ça en titre de l'émission. Mais on voit vous travailler avec la DINSIC, enfin la DINUM maintenant, et tout ça est évidemment cohérent. Merci beaucoup Guillaume Poupard. On se voit chaque année au FIC, on se voit évidemment, on vous donne la parole régulièrement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Bon courage dans toutes vos actions. Merci de nous avoir suivis sur Acteur Public. Dans quelques instants, on va recevoir Michel Vandenberg qui va nous parler du Cybercampus. Merci beaucoup.